Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix de Monaco 2025. D'abord, cet épisode est sorti, il sort un peu plus tard que l'habitude. Ce n'est pas dimanche, premièrement parce que il y avait le Indy 500. Ne vous en faites pas, ce sera la dernière fois que ça va arriver d'avoir Monaco et Indy en même temps, mais avec un calendrier chargé aussi, je voulais faire l'après-course un peu plus tard. Donc, ce qui explique pourquoi cette après-course sort un mercredi plutôt que le dimanche tout de suite après la course ou le lundi, pardon. Alors, je vais vous donner tout de suite le classement du Grand Prix de Monaco. Alors, Lando Norris est enfin un vainqueur à Monaco devant le héros local, Charles Leclerc. Ensuite, on a Oscar Piastri en 3e place, Max Verstappen 4e, Lewis Hamilton 5e, Isaac Hadjar 6e, Esteban Ocon 7e, Liam Lawson 8e, Alex Albon 9e et Carlos Sainz complète le top 10. Et ensuite, on a perdu Pierre Gasly et Fernando Alonso. Avant de parler du Grand Prix en général, selon les performances des pilotes et des équipes, on va parler évidemment de l'éléphant dans la pièce. Enfin, si c'en est un, c'est cette course à stratégie à 2 arrêts obligatoires pour éviter la course processionnelle qu'on a eue lors du Grand Prix de 2024 où tout le monde a changé ses pneus et a fait soit un 0 ou un arrêt supplémentaire. Et il n'y a pas eu grand-chose, même si Charles Leclerc a enfin obtenu sa première victoire dans les rues de la Principauté. Mais je dois dire que cette course était très légèrement mieux que celle de l'année dernière. Cela étant dit, puis je l'ai dit aussi sur mon compte personnel Blue Sky, c'est un des pires Grands Prix que j'ai regardé. J'ai eu du mal à suivre. Et j'ai même l'impression que oui, même si il y a eu de l'incertitude sur le moment où les pilotes devront faire leur premier et même leur deuxième arrêt, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu un peu du n'importe quoi. Oui, il y a eu du jeu d'équipe, ce qui était bien parce que la Formule 1, c'est au-delà du championnat des pilotes, c'est un sport d'équipe. Donc, il y a eu du jeu d'équipe. On a roulé trop lentement aussi, mais ça n'a pas plus aidé à rendre le spectacle beaucoup plus intéressant qu'on peut le souhaiter, en fait, à Monaco. Il y a pas eu beaucoup de dépassements. Je crois que j'en ai compté 2 ou 3. Oui, il y a eu celui de Andrea Kimi Antonelli sur Gabriel Bortoleto, dont ce dernier a terminé dans le mur à Portier. Même Bortoleto qui a dépassé Antonelli par l'extérieur et juste avant ça, et aussi Lance Stroll qui a dépassé Nico Hülkenberg dans les derniers tours à la nouvelle chicane, qui n'a pas été présenté à la télévision, mais qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de l'action qui a retenu notre attention. Je pense que d'abord, je veux lever mon chapeau à la FIA et à la Formule 1 d'avoir essayé une autre option pour rendre le spectacle plus intéressant, parce que c'est clair qu'on ne veut pas on veut éviter ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, le fait d'avoir obligé les pilotes à effectuer 2 arrêts durant le Grand Prix, ça a joué
Ça a rendu la course beaucoup plus stratégique et on a vu des techniques de toutes les sortes, mais en même temps, je ne veux pas que ça soit manufacturé. Parce que oui, Monaco, c'est plate quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de voiture de sécurité qui permet justement de jouer avec l'ordre du Grand Prix, parce que ça, c'est plutôt, entre guillemets, naturel. Mais là, l'idée d'amener une course à 2 arrêts sur un circuit où il est déjà hyper difficile de dépasser, ben, ça a rendu le spectacle très, mais très, très, très légèrement intéressant, mais c'était plate. C'était vraiment plate. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je sais qu'on se penche surtout sur 2026 avec le fait que les voitures seront un petit peu plus étroites, mais je pense que le problème réside surtout sur le circuit. Je sais qu'il y a Alexander Vos, ancien pilote de Formule 1, multiple vainqueur des 24 heures, les 24 heures du Mans, pardon, qui a proposé sur son compte Instagram des propositions pour changer le circuit, c'est-à-dire prolonger la chicane, agrandir un peu plus la rascasse pour permettre des dépassements, comme on l'a vu avec le regretté Jules Bianchi en 2014, et même reprofiler un petit peu l'épingle du ferment ou l'hôtel Lowe's, peu importe, mais c'est l'épingle quand même, pour permettre des dépassements, comme par exemple on l'a vu lorsque Adrian Sutil a réussi à dépasser Fernando Alonso et Kimi Räikkönen en 2013. Mais sinon, je pense que cette idée de 2 arrêts obligatoires, elle est relativement bonne, peut-être pour d'autres grands prix. À Monaco, dans une situation où les voitures sont grosses, sont lourdes, elles sont un peu plus longues que les anciennes générations, ben, ça devient difficile. Et je sais que, par exemple, on avait dit que Imola n'était plus de son temps. Monaco dans le cas actuel, Monaco ne l'est pas, mais ça fait plusieurs années qu'on le dit, voire même plusieurs décennies qu'on dit que Monaco n'est plus adapté à la Formule 1. Et ce, même avec le ravitaillement en essence qui était existant dans le monde de la Formule 1, ce qui n'est plus le cas cette année en termes pour la course. Mais j'ai vraiment l'impression que essayer de trouver la solution parfaite pour Monaco réside principalement sur le circuit ou la réduction des voitures. Mais il y a aussi je sais que George Russell a été dans l'extrême pour dire il faut enlever Monaco du calendrier. Je comprends son sentiment, mais tu enlèves une grosse partie de l'histoire de la Formule 1 avec Monaco. Je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour Monaco. On sait à quel point c'est tellement, tellement, mais tellement important de bien se qualifier le samedi. Et c'est aussi accepter que les Grands Prix sont différents d'un circuit à un autre. Et je sais que j'ai vu avant l'enregistrement une vidéo de Race Ed Straw qui disait que des circuits comme Miami ou Vegas n'apportent pas grand-chose. C'est vrai que il y a le côté glamour, glitz and glamour qu'on va aller chercher de Monaco, mais ces circuits ont été conçus pour fitter avec les Formule 1 modernes. Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose avec Monaco? C'est à suivre. Mais Too Long Didn't Read ou Too Long Didn't Listen,
L'idée était bonne pour la stratégie, une course à 2 arrêts obligatoire. J'ai hâte de voir en 2026 avec des voitures légèrement plus étroites. Mais je lève mon chapeau à la Formule 1 d'avoir au moins essayé quelque chose pour éviter une course processionnelle comme on l'a vu en 2024. Bon, maintenant, je vois que j'ai passé 10 minutes à parler de tout ça. On va aller sur le vif du sujet. On va parler des performances. On va commencer par McLaren. Alors, Lando Norris qui obtient sa première victoire depuis le Grand Prix d'Australie, donc sa deuxième de la saison. Et je trouve que ça a été une tout aussi bonne performance que ce qu'il a réalisé en Australie, dans un contexte où il était à 13 points d'Oscar Piastri en deuxième place, et il a fait un presque sans faute. Il a été très bon en qualification, même si Andrea Stella, le directeur d'équipe chez McLaren, a dit qu'il a peut-être laissé quelques dixièmes sur la table, mais c'est quand même mieux, sachant que Norris a croulé sous la pression à quelques reprises durant la saison. Là, en fin de semaine, il a été bon. Juste vraiment bon, et il a fait le travail. Alors, rien à reprocher du côté de Norris, à part peut-être le blocage de roue au départ à Sainte-Dévote, où en temps normal, si c'était sur un circuit avec de plus gros dégagements qu'est-ce qu'il y a à Sainte-Dévote, il aurait probablement perdu les commandes de la course aussi. Mais il a été en mesure de résister aux attaques. Et surtout en fin de course avec un Max Verstappen qui devait s'arrêter pour une deuxième fois, a été capable de gérer son rythme et faire en sorte que Leclerc ne tente aucun dépassement, et ce qui a permis aussi à Oscar Piastri, un peu par le biais de Verstappen, de revenir et de, disons, nuire à Leclerc pour que ce dernier évite toute tentative de dépassement. Mais vraiment, j'ai bien adoré la course du Britannique, qui a été sans faute, et c'est exactement ce qu'on veut de lui. On sait qu'il est un prétendant au titre. Alors, il doit commencer à prouver qu'il est un prétendant au titre sérieux, et avec raison. Je sais que il y a aussi le fait, et ça n'a pas beaucoup été mentionné dans le podcast, que il n'est pas à l'aise avec la voiture comparé à Piastri, et c'est ça qui fait en sorte que Norris parfois est obligé de faire des courses de rattrapage ou des tours de rattrapage en qualification. Alors, ça le met inconfortable. Mais là, à Monaco, il a été vraiment capable de tirer son épingle du jeu. Alors, c'était vraiment bien de sa part. À l'inverse, Oscar Piastri n'a pas connu un bon week-end dans les circonstances. Oui, il a obtenu un podium, ce qui est bien. Il a obtenu un podium à Monaco, mais avec d'abord lors de la deuxième séance d'essai où il tape le mur à Sainte-Dévote, il perd son aileron avant. En course, il tape le mur à 2 ou 3 reprises, selon les reprises vidéo qu'on a vues, dont une assez évidente à Sainte-Dévote, et heureusement ça n'a pas endommagé la voiture à tel point, mais ça n'a pas été un week-end facile pour l'Australien qui heureusement se compte chanceux d'être encore en tête. Et en plus de ça, McLaren a tenté de faire un undercut sur Leclerc, mais malheureusement, sur le premier arrêt de Piastri, mais malheureusement, c'était un arrêt en 3.8 contre un arrêt en 2 secondes où Ferrari excelle vraiment dans les arrêts au puits. Je pense dans presque toutes les courses, ils ont été aux alentours des 2 ou 2.2 secondes. Alors,
Ça a été une tentative d'undercut ratée. Heureusement, il a été en mesure de se défendre face à Max Verstappen, surtout dans cette histoire du double drapeau jaune lorsqu'il y a eu l'aileron avant de Pierre Gasly qui s'est retrouvé sur la piste. Là-dessus, a été capable de bien se défendre, mais à part ça, ça n'a pas été un week-end vraiment facile pour Piastri. Il s'est dit content quand même d'avoir obtenu ce podium. Et ça va le permettre au moins de rester en tête, parce que s'il avait été undercut par Verstappen, Norris serait en tête du championnat après Monaco. Et d'ailleurs, parlant de ça, c'est la première victoire de McLaren à Monaco dans la principauté depuis 2008, une gracieuseté de Sir Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, parlant de Hamilton, on va passer à son écurie actuelle, qui est Ferrari, qui a bien fait. Écoutez, Charles Leclerc n'était vraiment pas confiant après le Grand Prix d'Émilie-Romagne qu'ils allaient offrir une aussi belle performance que ce qu'ils avaient fait à Imola et répliquer ce qu'ils ont fait à Monaco. Mais finalement, une deuxième place pour Charles Leclerc. Évidemment, le travail était fait lors des qualifications où Leclerc pouvait espérer obtenir la pole position. Et ce qui allait probablement se transformer en une deuxième victoire devant sa famille, amis et partisans. Mais finalement, ça a été, au-delà de ça, une performance très surprenante compte tenu des aléas de la voiture. Je sais que Frédéric Vasseur, le directeur principal de Ferrari, a dit que il y a eu bien des changements. Il avait dit dans les dernières courses, ils ont fait beaucoup d'avancées au niveau des virages à haute vitesse. Mais dans les virages à basse vitesse où c'était un point faible, ils ont réussi. Mais est-ce que c'était juste le temps d'une course? Parce que à Barcelone, il y a un mélange de ces virages à haute, moyenne et basse vitesse. Donc, on va voir si ce qui a été dit est vrai. Mais Leclerc avait vraiment une chance de gagner ce Grand Prix. Encore là, si Norris n'avait pas bloqué les roues, avait bloqué les roues et avait continué tout droit sans dévote, peut-être que Leclerc aurait gagné ce Grand Prix et même pouvait espérer tenter de faire quoi que ce soit avec Norris à la fin, mais Piastri est revenu dans les derniers tours pour bloquer toute tentative de Leclerc, mais sinon, ça a été un très bon Grand Prix pour le pilote monégasque. À l'inverse, pour Hamilton, cinquième, mais c'était une course vraiment solitaire pour le septuple champion du monde. Il s'est qualifié quatrième, mais a été pénalisé de 3 places pour avoir bloqué Max Verstappen en qualification. Une erreur commise par son ingénieur de piste. Et ensuite, au moins avec la stratégie, a réussi à undercut Isaac Hadjar et Fernando Alonso, donc ce qui lui a permis d'être cinquième. Peut-être même tenté d'être quatrième, mais ça n'a pas fonctionné avec Max Verstappen. C'est des points solides de la part d'Hamilton, mais il a vraiment été loin de tout le monde, vraiment, vraiment loin. Donc, il s'est senti seul et même on l'a entendu à la radio avec son ingénieur de piste, vraiment agacé par les réponses de Ricardo Adami, disant tu réponds pas à ma question. Et sur les réseaux sociaux aussi, j'ai vu passer des clips de Hamilton après la course qui a dit est-ce que j'ai été agaçant ou quelque chose avec zéro réponse de la part d'Adami. Donc je sais pas si ça signifie des tensions, mais encore là, ça peut être aussi hors contexte. Et Frédéric Vasseur a dit écoutez, peut-être que c'est hors contexte, mais il faut pas oublier aussi que ces pilotes roulent à 300 km/h,
avec de l'adrénaline, donc ça peut arriver d'avoir un tempérament un peu court et chaud aussi, mais je pense qu'Hamilton aurait préféré faire mieux et se qualifier 4e à Monaco. Ça aurait pu être une bataille entre McLaren et Ferrari pour la victoire. Maintenant, du côté de Red Bull, Red Bull a tenté quelque chose d'abord du côté de Yuki Tsunoda avec un départ du Grand Prix en pneus tendres. Ils l'ont fait arrêter très tôt. Donc, en fait, Tsunoda s'est arrêté au premier tour et a été relativement chanceux parce qu'il y a eu la voiture de sécurité virtuelle causée par l'accident de Gabriel Bortoleto à Portier, mais qui est reparti. Donc, Tsunoda s'est arrêté juste avant. Malheureusement, il n'y a eu aucune voiture de sécurité. Donc, il était pris derrière un paquet de voitures plus lentes que la Red Bull. Donc, il a été obligé même je pense, il a fait, 65 tours sur des pneus durs ou médiums, je me souviens plus. Mais, et d'autant plus aussi qu'il a été très chanceux que sa voiture soit restée intacte après la collision entre lui et Pierre Gasly à la sortie du tunnel où Gasly n'avait plus de frein et a embouti l'arrière de la RB 21. Donc, ça a été une course pour Tsunoda quand même à oublier. Il termine en 17e position et il avoue qu'il aurait dû mieux se qualifier quand même, mais évidemment avec une course à deux arrêts, avec Red Bull qui aime avoir des stratégies osées et agressives. Celle-là n'a pas fonctionné malheureusement. Et du côté de Max Verstappen, 4e, c'est le mieux qu'il pouvait faire. Et encore là, je pense que Verstappen aurait pu mieux se qualifier. Mais la McLaren et même la Ferrari de Charles Leclerc ont quand même fait mieux. Mais eux, ils espéraient soit une voiture de sécurité ou voire même un drapeau rouge. Donc, c'est pour ça aussi que Verstappen est resté quand même assez longtemps en fin de course et s'est arrêté dans le dernier tour pour tenter quelque chose, essayer d'obtenir au moins un podium ou la victoire, mais ça n'a pas fonctionné. Et même, il a dit que cette course à deux arrêts obligatoires était plus une loterie. Donc, et je pense qu'il avait même suggéré, de faire comme un Mario Kart, essayer de jeter des pots de bananes sur le circuit. Très dangereux, même. On va passer maintenant chez Racing Bulls, parce que Racing Bulls a vraiment été l'équipe vedette de ce Grand Prix. Et une des deux équipes qui a profité de cette course à deux arrêts obligatoires, parce que les deux se sont retrouvés dans les points, en fait. Isaac Hadjar a vraiment été excellent sur l'ensemble du week-end, malgré des contacts avec le mur pendant les essais. Il s'est qualifié 6e, mais a été promu à la 5e place avec la pénalité d'Hamilton. Certes, il a été vraiment en mesure il a perdu une place aux dépens de Hamilton avec l'undercut de la Ferrari du numéro 44, mais Hadjar a été vraiment bon, a été capable de maintenir un excellent rythme et surtout d'éviter de se faire undercut par la Aston Martin de Fernando Alonso. Mais tout ça aussi est dû au fait que Liam Lawson ait dû sacrifier sa propre course pour être en mesure de bloquer le train de voitures qui était derrière lui et de faire en sorte que Hadjar puisse effectuer ses deux arrêts sans perdre la moindre place. Donc, il a juste perdu au départ. Lorsqu'il a fait ses arrêts, il était revenu derrière Alonso et Ocon et ça a fonctionné. Je rappelle,
il a été undercut par Hamilton, mais c'est pour ça, ce n'était pas tant un problème. Alors, et en plus, ce qui a aidé, c'est que Williams a fait sensiblement la même chose. Donc, ce qui fait en sorte que les deux Racing Bulls ont marqué des points. Hadjar en a déjà, mais pour Liam Lawson, ce sont ses premiers points de la saison, avec 8e place. Alors, déjà, pour Lawson, il s'est qualifié. C'est quand même qualifié 9e, ce qui était déjà bon. C'est son meilleur résultat. C'est son meilleur résultat de la saison. Et, je pense qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit à mes amis sur les réseaux sociaux que Lawson est le MVP parce que il a été en mesure non seulement de ramener pour permettre à Hadjar de maximiser sa performance en qualification, mais il s'est permis aussi de marquer des gros points. Et ça, finalement, ça lui permet de marquer les premiers points. Et ça va lui donner de la confiance parce que je sens que avec la rétrogradation après la deuxième course de la saison, revenir faire Red Bull à Racing Bull, ça fait mal au moral, mais à Monaco, il a été vraiment en mesure de tirer son épingle du jeu et j'espère que ça va continuer ainsi pour les prochaines épreuves, surtout à partir de Barcelone. Et il faut aussi le dire que Lawson a été presque sans faute là-dessus. Alors, il y a de quoi être fier en fait pour les deux pilotes Racing Bulls. Et Laurent Mekies aussi est très content de ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a Haas aussi. Esteban Ocon, 7e, vraiment une très belle performance de la part du Français qui a utilisé son expérience autour du circuit de Monte Carlo pour permettre à Haas d'inscrire des points. Et en plus de ça, oui, il a été un peu solitaire et ça a quand même fait arrêter Ocon assez tôt, mais disons que Haas peut aussi remercier Lawson d'avoir retenu le peloton parce que ça a permis à Esteban de s'arrêter et de ne pas perdre beaucoup de temps et de ne pas revenir dans le trafic causé par le Néo-Zélandais. Du côté d'Oliver Bowman, lui s'est pris une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir dépassé Carlos Sainz sous drapeau rouge lors des essais libres. Et je veux adresser ce point parce que il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, disant que la pénalité était très sévère et que Bowman ne méritait pas ça. Dans les circonstances où on voit Bowman ne pas ralentir suffisamment et dépasser Sainz qui était déjà très lent, c'est inacceptable au plus haut point. C'est une règle de base dans n'importe quelle forme de course automobile. Quand il y a drapeau rouge, peu importe où vous vous trouvez, vous devez ralentir assez parce que il peut y avoir des commissaires de piste qui viennent nettoyer la piste, retrouver la voiture, ou peut même avoir les services médicaux, l'ambulance qui arrive sur la piste qu'on ne veut pas voir. Mais le drapeau rouge est là pour ça. Et oui, il y a eu des circonstances atténuantes avec d'autres pilotes lors de la 3e séance d'essai libre. Mais dans le cas de Bowman, le fait qu'il est le drapeau rouge était visible à la chicane à la sortie de la piscine, c'était inexcusable et la pénalité, elle est sévère. On ne joue pas avec les
avec les infractions sous drapeau rouge. C'est très dangereux. Et la seule chose que j'aurais souhaité, c'est que les points de pénalité imposés à Behrman, il en a eu 2, je pense ça aurait dû être 3. Parce que, pour vrai, ça c'est, je pense, pour les points de pénalité, les points de démérite, c'était un peu clément de lui donner 2. Je lui aurais donné 3, voire même 4, parce que ça a dépassé sous drapeau rouge. C'est non au plus haut point. Mais, je dois dire vraiment que, en dépit de tout ça, au dépit du fait qu'il se soit qualifié dernier, il a terminé 12e. Ça a vraiment bien joué la stratégie avec les 2 arrêts. Alors, il finit 12e. Ça a très bien été. On pouvait déjà oublier les points du côté de Behrman avec sa pénalité, mais la progression qu'il a faite a été vraiment bonne, a été vraiment en mesure de tirer le maximum qu'il pouvait. Alors, je suis vraiment content de ce que Behrman a fait. Certes, malgré un petit vol plané encore là à la sortie de la piscine, mais rien de grave de son côté. Mais en général, une très bonne performance de Haas avec une 7e place pour Ocon et une 12e pour Behrman, pardon. Là, on va passer à Williams, qui s'est inspiré de Racing Bulls pour jouer la stratégie de la locomotive. D'abord, Carlos Sainz a ralenti le peloton pour permettre à Albon d'effectuer ses 2 arrêts obligatoires sans problème et avec l'air libre. Et ensuite, ça a été l'inverse. Donc, Albon a joué le rôle de la locomotive pour que Sainz fasse de même. Et ça a frustré un certain George Russell qui a délibérément coupé la chicane. Ça, on en reparlera lorsque ce sera le temps de parler de Mercedes. Mais, malgré tout ça, malgré le fait que Albon et Sainz aient récolté 3 points avec leur 9e et 10e place respectivement, les 2 pilotes n'ont pas apprécié le fait de justement rouler de cette manière. Albon a dit ce n'est pas comment Carlos et lui voulaient rouler, ce n'était pas joyeux, fameux, beau, mais à la fin, c'était juste une question de tactique. Évidemment, quand vous faites une course à 2 arrêts sur le circuit où c'est très difficile de dépasser, il faut jouer de manière stratégique. Alors, ils se sont inspirés de Racing Bulls, ils l'ont fait, ça a fonctionné, et ça a aussi fait en sorte que Russell s'est tanné, puis il a dépassé Albon. Alors, là, le seul truc, c'est que, et je reprends les termes de Albon sur le site officiel de la Formule 1, ils ont perdu la course en n'étant pas en mesure de bien se qualifier parce que Sainz est parti 11e, Albon, je pense que c'était 9e à peu près, si je me souviens bien. Mais ils auraient dû mieux se qualifier et obtenir de plus gros points quand même. Mais et même James Vowles, le directeur d'équipe chez j'allais dire chez Mercedes, mais chez Williams, a même dû texter Toto Wolff pour s'excuser. Puis il y a même cette image, un extrait où on voit justement les 2 anciens collègues de travail s'enguirlander, un peu où on a Valls dans la ligne des puits, en train de faire des remontrances à Wolff, puis ce dernier du balcon, j'avais vraiment l'impression que c'était la version un peu toxique de Roméo et Juliette, où on voit les 2 en train de s'engueuler, mais je pense que ils ont enterré la hache de guerre, s'il en avait une.
parce que la course que Williams a faite a ruiné celle de Mercedes, quoique celle de Mercedes a été ruinée le samedi avec Kimi Antonelli qui accidente sa voiture à la nouvelle chicane et George Russell qui a eu un problème de batterie au tunnel. Donc, les deux voitures ayant été éliminées d'office en Q2, donc partaient très loin. Et en plus de ça, ils ont espéré obtenir une voiture de sécurité physique, ce qui n'est jamais arrivé, pour obtenir un arrêt au puits gratuit et servir la leur. Puis ils l'ont fait assez tard quand même. Antonelli en a vraiment arraché, non seulement avec les durs, mais aussi avec la gomme C6 qu'ils ont utilisée. Son dépassement sur Gabriel Bortoleto à Antonelli était osé. Je sais que Bortoleto a dit que c'était désespéré, mais moi je trouve que c'était correct. Écoute, Bortoleto a dépassé Antonelli par l'extérieur à l'épingle. Antonelli lui a rendu la sienne et malheureusement Bortoleto était dans un catch-22. Il pouvait rien faire. Antonelli a fait ce qu'il pouvait faire, mais c'était un des bons moments, en fait, du jeune pilote italien. Alors, ensuite, ils étaient pris dans le train causé par la Racing Bull de Lawson et ensuite avec les deux Williams qui ont fait la même stratégie. Alors, ça a vraiment frustré les deux pilotes, mais surtout George Russell qui a coupé la chicane volontairement et peut-être le moment le plus con de ce Grand Prix, en fait, et de cette fin de semaine, c'est d'avoir dit, je vais prendre la pénalité avec plaisir, que ce soit un 10 secondes ou un 5 ou un 10 secondes pour avoir coupé la chicane. Mais, comme c'était télédiffusé et que la direction de course a accès à toutes les informations, communication radio, ils ont décidé de donner une pénalité de drive-thru à Russell qu'il a dû servir avant ses deux arrêts. Mais il a tout de même fini 11e, ce qui est surprenant quand même, mais pas assez pour terminer devant une des deux Williams. Et d'ailleurs, lui et Alex Albon sont allés dîner après la course et Albon a payé le dîner pour s'excuser entre guillemets pour sa tactique de rouler lentement et de jouer la locomotive. Mais sinon, une course vraiment oubliée pour les deux Mercedes dont leur week-end a été ruiné samedi. Russell 11e, Antonelli 18e, lui qui a fait ses arrêts tardivement, donc ça court. Une fois qu'il a fait son premier arrêt avec le train qui était causé, c'était terminé d'ici là. Donc, plus aucune chance de point. Mais c'était de la frustration du côté de Mercedes. Autre frustration, mais c'est vraiment chez Alpine, où la voiture n'était vraiment pas dans le coup, se qualifie en avant-dernière ligne sur la grille de départ et Pierre Gasly a été la première voiture à abandonner, évidemment avec ce problème de frein où il a embouti l'arrière de la Red Bull de Yuki Tsunoda. Heureusement, il n'y a eu plus de peur que de mal pour Gasly qui ne s'est pas fait mal, mais en fait, il a juste freiné tard et avec la bosse qui est à la sortie du tunnel, entre la sortie du tunnel et la chicane, c'était la recette parfaite pour un désastre et c'est comme ça que ça s'est produit. Un peu dans la même séquence où on a vu Charles Leclerc emboutir l'arrière de Brandon Hartley en 2018. Bon, ça c'était les vrais problèmes de frein du côté de Leclerc.
Mais dans un cas où justement un pilote a été reproché, c'est Grosjean qui emboutit l'arrière de Daniel Ricciardo en 2013 et Grosjean a été pénalisé de 10 places pour la prochaine course, si je me souviens bien. Mais dans le cas de 2025, Gasly a été tenu responsable, mais a reçu comme pénalité une réprimande, la première, et je pense qu'au bout de 3 ou 4, il a une pénalité de grille qui l'attend, donc Gasly devra aussi se tenir tranquille, mais la réprimande, en fait, c'était plus pour être revenu dans les puits avec une voiture complètement endommagée. Pour Franco Colapinto, c'était plus sa course était être dans le train avec la Racing Bulls de Lawson et les Williams comme locomotive. Il pouvait rien faire. Donc il a juste pas beaucoup avancé. Oui, il termine 13e de la 18e place, ce qui est bien, mais c'était le maximum qu'il pouvait faire. Donc, malheureusement pour Alpine, c'est un autre zéro pointé quand même. Et parlant de zéro pointé, Aston Martin, ça pour Fernando Alonso, ça fait très, mais très, très mal. C'était bien qualifié. Très bien qualifié même en étant dans le top 10. Il y avait en fait c'est qualifié 7e, parti 6e avec la pénalité d'Hamilton. A fait une bonne course, il était dans le coup, mais frustré du fait qu'il avait peur que il se fasse avoir par Hadjar et Hamilton, ce qui est arrivé malheureusement. Et là, ensuite, il y a eu ce problème de moteur qui ne l'a pas aidé. Il dit d'ailleurs qu'il a été ennuyé par ce problème depuis le 15e tour et il était en perte de puissance depuis. Il voulait tenir le coup jusqu'au 78e et dernier tour parce que c'est très difficile de dépasser. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a dû abandonner à la rascasse. Cependant, je dois dire que il y a de l'amélioration du côté de Aston Martin. Alonso a vraiment été bon. Malheureusement, c'est un problème mécanique qui fait en sorte que il n'a toujours pas de points cette saison. Mais d'un autre côté, il y a Lance Stroll qui a connu un week-end très difficile. D'abord, il se prend une pénalité d'une place pour avoir causé une collision avec Charles Leclerc lorsqu'il est revenu sur la ligne de course quand Leclerc était sur un tour lancé. Leclerc a embouti la Aston Martin du numéro 18. Alors, une pénalité d'une place sur la grille pour la course de dimanche. Et c'était vraiment pas fameux. En plus, à l'épingle de toutes les places en plus. Donc, c'était déjà pas fameux pour Stroll. Et il le fait une deuxième fois, mais celle-là en qualification, où il bloque le Pierre Gasly, qui était sur un tour lancé, et la pénalité de 3 places sur la grille. Donc, 4 places de pénalité, où il est parti 19e. Il n'était pas dans le coup de toute façon. Il s'est battu avec Colby Berman, mais a réussi un beau dépassement à l'endroit de Nico Hülkenberg à la chicane dans le dernier tour. Malheureusement, ça n'a pas été montré à la télévision, mais sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook et Instagram, ou bien même sur Twitter de la Formule 1, le dépassement de Lance Stroll est disponible pour visionner. Mais et pour finir avec le tour d'horizon, on va parler de Sauber. J'ai parlé de Gabriel Bortoleto, dont la course a été ruinée dès le premier tour avec
sa visite dans le mur à Portier. Heureusement, il a été en mesure de continuer. Et d'ici là, avec la voiture de sécurité virtuelle qu'il a causée, il a été en mesure de revenir au pays, d'effectuer le changement d'aileron avant et de pneus, le premier en plus. Mais il finit quand même 14e devant Nico Hülkenberg. Mais c'est surtout aussi le fait que la stratégie qui est liée avec cette course à 2 arrêts obligatoires a tout chamboulé. Et du côté de Nico Hülkenberg, lui est parti 13e quand même, a gagné une place au départ. Et malheureusement, il s'est retrouvé pris dans le trafic et lui, ça a vraiment ruiné sa course. Et il disait même partir dans le top 10 était probablement le meilleur moyen d'éviter tout ça. Mais il aurait fallu qu'il se qualifie devant Liam Lawson et les 2 Williams pour aller chercher des points. Mais sinon, je pense que il est safe de dire que Sauber s'est amélioré en l'espace de 365 jours. C'est mieux. Certes, les performances ne sont pas encore là pour aller chercher des points, quoique Hülkenberg était proche à Imola, mais cette Sauber n'est pas une équipe de fond de grille, heureusement. Alors, c'est une bonne chose, mais c'est juste de revoir les stratégies, mais ils se sont fait avoir là-dessus. Et voilà, c'est ce qui fait le tour d'horizon des 10 équipes. Je vais vous donner entre-temps le classement des pilotes après le Grand Prix de Monaco. Alors, Oscar Piastri est toujours en tête avec 161 points. C'est 3 de plus maintenant que Lando Norris à 158. Max Verstappen est 3e avec 136 points. George Russell, avec son 0 pointé à Monaco, reste à 99 points. Charles Leclerc est 5e avec 79. Lewis Hamilton est 6e avec 63. Kimi Antonelli est 7e avec 48. Alex Albon est 8e avec 42 points. En 9e place, Esteban Ocon en a maintenant 20 et Isaac Hadjar se retrouve maintenant 10e devant Lance Stroll avec 15 points. Au classement des constructeurs maintenant, McLaren est toujours en tête avec 139 points. Devant Mercedes à 147, qui en a marqué 0, mais qui voit Max Verstappen se rapprocher. Red Bull se rapprocher grâce à Verstappen. C'est 143 maintenant pour l'équipe autrichienne et 142 pour Ferrari. Donc ce Grand Prix à Monaco a fait très mal pour Mercedes. Maintenant, il y a un écart de 5 points qui sépare la 2e de la 4e place. Williams est 5e avec 54 points. Haas est 6e avec 26. Racing Bulls est 7e avec 22 points. Aston Martin est 8e avec 14 points. Et Alpine et Sauber terminent le top 10 respectivement 9e et 10e avec 7 et 6 points. Et c'est ce qui conclut cet épisode du Bulletin GP. Le prochain épisode, ce sera le lendemain puisque nous allons revenir sur l'autre course de la triple couronne, le Indy 500 qui a eu lieu dimanche après-midi et qui a vu un triple champion être finalement immortel. Donc, on va en parler en long et en large, en plus de toute l'action qui a eu lieu durant cette course et des disqualifications qui se sont produites au lendemain. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube et partout où le Bulletin GP est disponible. Et nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky @le Bulletin GP. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au groupe Facebook La Monoplace dont je suis un des modérateurs.
Surtout qu'on s'approche du Grand Prix du Canada, donc une période où on est pas mal occupé, où tout le monde veut avoir des questions, partager leur expérience. Donc, si vous voulez, la monoplace, c'est le meilleur endroit pour discuter de Formule 1. Sinon, l'après-course reviendra dimanche. On va revenir sur le Grand Prix d'Espagne qui aura lieu pour une dernière fois à Barcelone avant de déménager à Madrid. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!